Retour sur le plateau de Direct Gestion, deuxième partie. Mon invité pour ce débat, toujours Jean-Noël Vieille, gérant chez 360 Xsense. Jean-Noël, on parcourait le QE à l'européenne. Aux États-Unis, il est plutôt en passe maintenant de s'arrêter, de se stopper. Alors, Janet Yellen, évidemment, est très prudente sur le timing. Pour autant, on ne veut pas surprendre les marchés. En tout cas, c'est clair. La pompe à billets va s'arrêter du côté des États-Unis. Est-ce que selon vous c'est un risque majeur? Vous nous en parliez tout à l'heure. Que peut-il se passer? Alors, quels sont les risques? un risque majeur, non, parce que ça a été assez bien piloté donc, par la Réserve fédérale américaine, qui a suffisamment donné des indications. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est à peu près certain que l'on va avoir un relèvement des taux à partir de juin 2015. Alors pourquoi il y a relèvement des taux? Et là on revient, je dirais, dans les politiques un peu normatives, parce que on n'a jamais dit d'ailleurs que il faut revenir à une certaine orthodoxie monétaire qui fait que la politique monétaire est là pour s'adapter par rapport à une problématique de croissance. Aujourd'hui, la croissance américaine, elle est bien repartie, même si on a eu récemment une petite déception, c'est-à-dire qu'on avait eu des premiers chiffres sur le quatrième trimestre américain qui était en glissement annuel à 2,6%. C'est revenu maintenant à 2,2%. Donc en gros, on sent bien que la croissance américaine, qui avait une espèce de normalisation à 3,5, on sera peut-être maintenant en dessous de ces trois-là. En plus, là, il faut bien voir on risque d'avoir sur le premier trimestre la même chose que l'année dernière avec les impacts des intempéries. Et il y a eu un certain nombre d'intempéries aussi. Ils sont bloqués dans la neige, ce qui n'est pas le cas des stations de ski, malheureusement, On avait même françaises. on le voit sur le graphique à l'écran, Un chiffre un négatif. premier trimestre carrément négatif en 2014. Ouais. On verra si c'est. Mais en tout cas, sur la tendance, c'est intéressant. Alors, on n'a pas le T4, le dernier trimestre donc, de l'année, c'est 2,2. Donc, voilà. Et on voit que la pente, elle est plutôt descendante. Ça veut peut-être dire qu'il y aura un impact aussi du côté de l'emploi, parce que la croissance tient l'emploi. Est-ce que ça serait c'était parti sur une bonne pente, et donc ce chiffre qui va sortir vendredi va être particulièrement scruté. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement à 3,5, normalement, c'est le consensus des économistes, on crée des emplois. Ce qui a été démontré dans l'historique de 2014, puisqu'en gros, l'économie américaine crée à peu près, je crois, a créé 3 millions d'emplois en 2014. Donc c'est assez intéressant. Effectivement, la logique voudrait que si on commence un petit peu à ralentir, même si on est dans des chiffres assez élevés, il peut y avoir un effet un peu négatif sur l'emploi. Ce qui d'ailleurs alimente quelques réflexions de quelques économistes, qui est de dire qu'il n'y aura pas de relèvement des taux au mois de juin si on avait une décélération de la croissance. Si on avait par exemple le même mauvais premier trimestre dû aux intempéries, alors peut-être pas aussi bas, hein, moins de 2,1%, mais qu'on ait par exemple une croissance tout juste positive, et bien à ce moment-là, on peut imaginer la présidente de la Réserve fédérale qui dit finalement, eh bien, je vais faire preuve de patience et d'attendre peut-être septembre, octobre ou novembre. C'est tout à fait, c'est possible, ça va vraiment dépendre des chiffres. D'ailleurs, elle l'a redit que ça serait vraiment lié aux chiffres macro. Donc, c'est pas notre scénario aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible. Et là, le marché pourrait réanticiper ça. Et à ce moment-là, ça peut redonner une dynamique d'ailleurs au marché. D'ailleurs, pour en revenir au marché américain, puisqu'on n'en a pas parlé, le marché américain, il a été beaucoup moins dynamique que les marchés européens. En revanche, pour les Européens, ce qui a joué favorablement pour nous, c'est la remontée du dollar. C'est pour ça que moi je reste quand même sur cette classe d'actifs US, parce que d'abord les valeurs, on peut avoir des très bons choix en matière de stock picking. Il y a la technologie qui marche quand même toujours très bien. Je vous rappelle que le Nasdaq, pour le coup, vient de retrouver ses points hauts à plus de 5000 points. Une question, juste, je vous interromps juste sur ces valeurs techno. Certains, all-time high sur le Nasdaq, c'est-à-dire les records des plus hauts, c'est-à-dire plus haut que la précédente bulle Internet. Donc certains commencent à craindre des valorisations excessives. Est-ce que selon vous, sur ces nouvelles valeurs technologiques, on peut les citer, donc évidemment Google, Facebook, puis des petites startups qui valent déjà de plusieurs dizaines de milliards après quelques années d'existence, les Uber, les Snapchat, les WhatsApp. Que pensez-vous de ces nouvelles techno? Est-ce que selon vous, il y a une bulle sur le Nasdaq? Encore une fois, il y a
il y a des cas spécifiques où à cette question-là, on peut répondre oui sur WhatsApp, par exemple, qui a été racheté. C'est probablement un prix quand même peut-être très, très excessif. Maintenant, pour répondre très clairement à cette question, juste un chiffre. En 2000, la valorisation du Nasdaq en termes de price earning, donc de ratio cours sur bénéfice, qui est quand même un peu la clé. Je vous rappelle qu'en moyenne, aux États-Unis, on est plutôt sur les indices normaux de Dow Jones et S&P. On est allé sur 17 à 18 fois parce qu'on est un petit peu plus haut qu'en Europe. En Europe, on est plutôt à 13-14 fois, enfin, en moyenne. Aujourd'hui, on est un petit peu plus haut. Le Nasdaq, en 2000, était à 100. Quand vous payez 100 fois les résultats, il faut vraiment que votre dynamique soit bonne. Je crois qu'à l'époque, Greenspan avait dit en 2000, avant le crack, que pour justifier la valorisation du Nasdaq, il fallait que les entreprises fassent 100% de croissance tous les ans à l'infini, quasiment. Bon, ce qui montrait bien l'aberration du système. Aujourd'hui, pour être très clair là-dessus, on est à 30 fois sur le Nasdaq et 22 fois sur l'exercice prochain. Donc, on est certes relativement élevé, mais nous ne sommes pas, et donc là on va casser un peu ce qui se raconte, on n'est pas du tout dans le schéma de bulle, où je vous rappelle qu'à l'époque, en 2000, on achetait n'importe quoi, enfin on achetait des Dès trucs, que c'était .com, il fallait acheter. voilà, qui valaient zéro. Enfin bon, aujourd'hui c'est quand même pas le cas. Il y a un petit risque, d'ailleurs on le voit bien, les titres qui ont les plus progressé, mais ceux aussi qui ont le plus de volatilité. Je dirais qu'il y a un petit peu de choses identiques sur la partie biotech. Donc il faut être assez méfiant sur la partie biotech, mais encore une fois, il y a des très belles valeurs. Pourquoi? Parce que là, si vous prenez un risque majeur si le produit n'arrive pas, n'est pas mis sur le marché assez rapidement, n'est pas autorisé. Évidemment, le pari devient risqué. En tout cas, pas de bulle pour vous sur le Nasdaq, avec des valorisations ambitieuses mais correctes. Voilà, exactement. Vous êtes positionné donc sur les États-Unis, vous le disiez à l'instant, enfin vous restez positionné pour vos zones de croissance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc l'Europe? L'Europe, oui, bien sûr, puisque c'est quand même là où la dynamique est la plus intéressante, pour ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Les émergents, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup de... Il faut être très discriminant. Le seul pays sur lequel... qui a très très bien marché en 2014 et qui continue sur le début de l'année, c'est l'Inde. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'est pas producteur de matières premières et qui importe. Donc c'est aussi assez intéressant puisqu'il bénéficie un peu comme nous des effets positifs de la baisse de l'énergie. Et c'est plutôt, donc on sait, une industrie de services. Donc on reste confiant sur ces pays-là, sur ce pays-là. Donc émergent, Inde en particulier. Inde en toujours. particulier, Là Chine. aussi au record sur le Ouais, absolument. Mais ça continue, donc on continue à accompagner. Bon, la Chine, un premier trimestre qui verra une croissance en baisse comme d'habitude. Voilà, moi j'ai du mal, donc on voulait y aller, mais finalement on a décidé de ne pas y aller, et je crois que c'est mieux. Et nous sommes sortis définitivement de l'Amérique latine, notamment du Brésil, où on avait joué un petit peu les élections brésiliennes en octobre, mais aujourd'hui ça devient assez compliqué, donc réponse plutôt non. Voilà. En termes d'émergents, il y a aussi les émergents de l'Europe de l'Est. Est-ce que vous êtes positionné sur cette gamme, ou vous craignez justement l'effet contagion peut-être de conflit russo-ukrainien? Absolument. Je pense que c'est pas la peine dans des marchés comme ça de chercher la guerre, sans jeu de mots, mais on l'a bien vu d'ailleurs avec l'Allemagne qui a pas mal souffert au deuxième semestre, quand il y a eu l'impact de la crise Ukraine-Russie, surtout sur juillet. On a bien vu que les valeurs allemandes, des titres comme Adidas par exemple, même Metro, qui étaient certes impactés, mais pas non plus dans des niveaux importants. Ça représentait 10 à 15% de leur chiffre d'affaires sur la partie russe et ces pays. On a bien vu que le marché sanctionnait de façon extrêmement violente. Donc, à partir du moment, je l'ai dit précédemment, où ce dossier reste ouvert et n'est toujours pas réglé, Poutine est quand même quelqu'un d'assez compliqué, je pense. Donc, moi, je préfère... faut être... En gestion aujourd'hui, il faut être clair, et il faut être dans des choses qui sont les moins risquées possibles.
surtout à ces niveaux-là. D'accord, il nous reste quelques minutes au niveau justement, si on se reconnecte à l'Europe, au niveau des secteurs ou peut-être des valeurs même que vous avez en tête, quelles sont vos convictions fortes pour cette année, vos choix préférés de gestion? Voilà, les choix que nous avons fait en début d'année étaient assez clairs, ont plutôt bien marché. Ce sont des choix de secteurs quand même plutôt défensifs, puisque donc jouer la consommation, jouer l'automobile notamment, et il y a eu des très très belles croissances, à la fois dans les constructeurs, Peugeot, Renault, qui ont fait des croissances, je crois qu'on n'est pas loin des 30% depuis le début de Il y a un l'année. petit peu plus, je crois que Renault est en Voilà. tête avec 45% au dernier Voilà. pointage en Bon, 2 mois. donc là, pareil, à un moment donné, donc on a décidé d'ailleurs d'alléger il y a une quinzaine de jours, mais en tout cas, ce sont des... Et pourquoi on a joué ça? Ben parce que c'était le résultat du fait de la baisse de l'énergie, amélioration du pouvoir d'achat, etc. Donc c'était assez cohérent. Vous y reviendrez? Vous pensez que la Oui, bien dynamique sûr. continue sur Bien ces sûr, les équipementiers aussi, il y a des valeurs extrêmement intéressantes, des valeurs comme dans les plus petites sociétés, Plastic Omnium, qui ont des carnets de commandes à 2 ans, qui sont leaders sur leur marché, des marchés très, très spécifiques. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique de risque, je trouve, et c'est ça qui est assez intéressant. Consommation également. Voilà, Carrefour qui publie aujourd'hui, qui a publié des chiffres plutôt corrects. Donc on est dans des dynamiques assez intéressantes, on n'est pas dans des valorisations trop excessives. Donc on y va aussi. Des titres comme Veolia, il y a l'opportunité de bénéficier donc de la sortie de Groupama, et ça a été un petit peu chahuté récemment, mais c'est assez intéressant. Ils ont publié aussi des résultats assez bons, free cash flow qui vont augmenter. Donc voilà, c'est des dynamiques intéressantes. Les secteurs que décidément on n'aime pas trop, parce que moi j'ai toujours un problème avec leur business model, c'est tout le secteur financier, parce que je pense qu'il y a encore des doutes sur ce secteur-là, même si, enfin, si je vais... Donc les banques, on reste voilà, à l'écart. moi je reste à l'écart, c'est assez cohérent en plus avec des niveaux de marché quand même assez élevés, c'est pas la peine d'aller chercher du bêta, ce qu'on appelle le bêta, donc des risques plus élevés. Il vaut mieux rester, si on pense à une consolidation, sur des valeurs qui devraient mieux résister. Dans la santé, on fait confiance plutôt à Bayer, qui est aussi un secteur plutôt défensif, peut-être plus Bayer que Sanofi, qui nous semble assez intéressant, et puis des titres américains comme Eli Lilly qui sont aussi qu'on trouve assez Le intéressants. dernier, pardon, vous dites Eli Lilly, qui est Eli Lilly. une valeur américaine. Très bien, donc pour résumer vos choix de gestion, secteur plutôt défensif, consommation et automobile, Veolia, Carrefour pour la consommation, Peugeot, Renault et les équipementiers Plastic Omnium en particulier, vous restez à l'écart des banques, tout le secteur financier, et vous aimez bien le secteur de la santé avec plutôt une recommandation sur Bayer plutôt que sur Sanofi. Jean-Noël Vieille de 360 XSense, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés. On suivra évidemment vos recommandations. Je rappelle votre lettre hebdo pour tous ceux que ça intéresse sur le site 360xsense.fr. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se reconnecte tout de suite au marché et aux traders avec Direct Investisseur. À tout de suite.